Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse du match en retard de la 17ème journée du top 14, à savoir Perpignan qui recevait Pau. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais du contenu ultra régulièrement sur les matchs du top 14 en particulier, mais aussi sur le rugby en général. Et bref, retournons à l'analyse du match. Déjà, on observe que sur la première mi-temps, Perpignan joue très bien au rugby. Ils portent très bien le ballon, que ce soit avant comme trois quarts, et il y a vraiment du lien entre eux. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, ne porte pas trop le ballon et joue juste. Et puis quand il faut mettre de la vitesse, chaque joueur sait en mettre. À l'image du premier essai du match qui arrive hyper tôt, d'Ali Verretti du Guivalou. En face, on a une section qui d'abord se fait un peu prendre à son propre jeu habituel. La section, c'est une équipe qui joue beaucoup, qui joue avec de la vitesse, qui est très forte sur la lutte aérienne. Là, c'est tout autant de secteurs où elle va subir. Le plus marquant, c'est vraiment les jeux aériens. Pau était un peu l'équipe qui avait popularisé ce système de fonctionnement en allant chercher les ailiers au jump sur des ballons aériens. Ils ont réussi notamment à aller gagner à Bordeaux grâce à ça, mais aussi plein de victoires dans la saison, ils les ont construites grâce à ce système de jeu. Mais là, à Perpignan, ils n'y arrivaient pas. Ils perdaient quasiment tous leurs duels aériens. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en face, Perpignan le savait qu'ils étaient aussi forts en l'air, et par conséquent, aux ailes, ils avaient titularisé deux anciens settistes, comme à Pau, à savoir Jefferson Lee Joseph et Théo Forner, qui ont fait la misère à leurs adversaires palois. Et donc la première mi-temps, Perpignan vraiment régale et maîtrise pleinement le match, en subissant quelque peu en début de match juste après le premier essai, mais sinon dans l'ensemble, c'est une première mi-temps qui est ultra complète et ultra maîtrisée. Sur la deuxième période, on va dire que c'est un peu moins convaincant. Elle est pas mauvaise, cette deuxième période de Perpignan, mais elle est pas au niveau de la première. Et pourquoi? Parce que Pau va régler le curseur un petit peu dans l'agressivité. Ils vont être un petit peu plus durs au mal, les Palois, en étant plus forts à l'impact, plus forts en conquête également, et c'est comme ça qu'ils viendront marquer un essai en fin de match sur un ballon porté, qui, soit disant passant, a été très bien construit. Mais pourquoi Pau ne va pas réussir à revenir pleinement dans ce match? C'est tout simplement parce qu'ils ont été trop imprécis, les Palois. En effet, sur l'ensemble du match, ils ont perdu 20 ballons, 20 turnovers, ce qui est beaucoup trop. Et c'est là qu'on se rend compte que, à l'inverse, eux, il leur manquait un petit peu ce lien quand les cadres ne sont pas là. Et quand je parle des cadres, je parle évidemment de la paire de centres qui est actuellement avec les Bleus. Là, on avait le pauvre Nathan Decron qui était le seul centre de métier avec Jack Maddox. C'est pas la première fois qu'on a une paire de centres un peu nouvelle, un peu hybride dans cette ligne de trois quarts de Pau. Il y avait eu notamment Rhys Watt et Emilien Gailleton qui avaient été titulaires face à Toulon pour un tout autre rendement. Là, malheureusement, ils arrivaient pas trop à avoir de connexion, les deux, et ça a un peu fait souffrir l'équipe qui n'arrivait pas à mettre du jeu. Et ce qui va tuer les Palois dans la quête d'un bonus défensif, c'est une des dernières actions du match, avec un renvoi dans le but mal négocié par Desperes ou par Mondina, je sais plus, un des deux. Le ballon est récupéré une nouvelle fois grâce à un duel aérien remporté par Perpignan, qui plusieurs temps de jeu plus tard inscrit un essai avec Lucas Velart, et donc Perpignan assoit sa victoire. Et compte tenu du match, c'est mérité parce que Perpignan, ils ont tenu plus le ballon que Pau, ils ont eu 57% de possession sur tout le match, et puis dans l'ensemble ils ont moins joué au pied en termes de ratio, ils ont joué au pied tous les 6,3 ballons, ce qui montre en fait une philosophie de jeu sur un peu ce que je disais en début d'analyse, alors que Pau c'était tous les 5,1 coups de pied, ce qui est quand même pas mal, ça veut pas dire qu'ils jouaient beaucoup au pied les Palois, mais ils avaient quand même moins cette philosophie de jeu que Perpignan. Enfin bref, du coup, cette analyse est terminée, on va passer au top et au flop. En top, je vais d'abord aller sur Pesoli Yato. Je trouve qu'il a eu une dimension physique impressionnante. Dès le début du match, on le voyait prendre des ballons, avancer sur chaque impact. Il a fait 18 courses dans le match, c'est celui qui a le plus touché de ballons, 55 mètres parcourus, et même en défense, il a fait un 6 sur 6 au plaquage, ce qui est honorable. Je vais continuer avec Tristan Teder, l'arrière qui a souvent été critiqué depuis son retour en Catalogne, a aujourd'hui fait un match de patron, 12 courses, 125 mètres parcourus, c'est le Perpignanais et même le joueur du match qui a le plus parcouru avec le ballon en main. Il a également franchi 2 fois, avec notamment un très beau franchissement pour l'essai de Jefferson Lee Joseph. Et enfin, le dernier top, c'est Ali Verretti du Guivalou. Pareil, un rendement vraiment impressionnant de la part du centre qui lui aussi avait un peu plus de mal ces derniers temps. Là, c'est 13 courses, 83 mètres parcourus, un franchissement pour un essai en tout début de match. Bref, une belle copie du centre fidjien. En flop, je vais d'abord parler de Grégoire Arfeuil. On l'a senti vraiment pas à l'aise. Lui qui tente beaucoup d'habitude, là il était assez peu entreprenant avec le ballon. Franchement, il a pas tenté grand chose. Il essayait pas d'aller jouer ses duels comme il le fait habituellement. Il revenait souvent vers l'intérieur. Il a fait seulement que 3 courses
dans le match, ce qui est assez faible pour son rendement habituel. Et il a manqué 2 plaquages, il a également été mis sous pression un moment sur un jeu au pied bien donné par Benjamin Ourdapilleta, ce qui a concédé une mêlée à 5 en faveur de Perpignan. Bref, pas un match abouti de la part du Palois. Et après, je vais aller d'abord sur Nathan Decron, qui le pauvre a eu un match compliqué, il a fait plusieurs en avant, et puis comme je le disais, ils avaient pas forcément une très bonne connexion avec Jack Maddox, mais bon, on va dire que Decron, là où je vais être un peu plus indulgent avec lui, c'est parce qu'en défense, il s'est vraiment bien accroché avec 14 plaquages réalisés, alors que Jack Maddox, qui est mon dernier flop, lui, 3 plaquages manqués, il se fait déborder sur l'essai de Jefferson Lee Joseph, justement sur le franchissement de Tristan Teder. Bref, il n'était pas à son poste et ça se voyait. En très peu d'enseignements au classement, personne ne bouge, Perpignan est toujours trop loin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, il y aura un Pau Bordeaux, donc le deuxième contre le troisième, qui se tiennent à seulement 1 point, alors que la section aurait pu prendre un peu d'avance avec une victoire. C'est, à mon avis, le match qui va être le plus intéressant. Et justement, parlons des pronos maintenant, avec d'abord un Clermont-Bayonne hyper intéressant, le Clermontois qui sort d'une prestation ultra aboutie à Toulon, Bayonne qui est un petit peu en crise, mais Clermont est un peu une équipe irrégulière et qui est capable de perdre ce genre de match à la maison après avoir fait une immense performance à Toulon. Je ne les vois pas perdre, néanmoins, je pense même qu'ils vont prendre le bonus offensif, mais on va dire peut-être dans un scénario où ça se débloque en fin de match. Ensuite, on a Lyon-Toulon, et vu la dynamique des deux équipes, je dirais plutôt sur les Lyonnais. De même pour Montpellier-Racing, même si je pense que le Racing ira prendre un point de bonus défensif à Montpellier, puisque le Racing est une des rares équipes qui joue absolument chaque rencontre à l'extérieur. Stade Français Perpignan, un affrontement intéressant, les Parisiens qui doivent se rattraper de cette défaite face à Toulouse, face à Perpignan qui a un regain d'énergie. Malgré tout, je vois quand même les Parisiens à domicile qui sont quand même très forts. Bon, Stade Toulousain-Montauban, victoire avec bonus de Toulouse. Castres-La Rochelle, franchement, La Rochelle pareil, est un peu en demi-teinte, mais c'est pareil, c'est ce genre d'équipe qui, sur un match, peut aller faire un coup à Castres, et du coup, je vais tenter ce coup à Castres, même si, sur le papier, Castres est plus fort. Et enfin, Pau UBB, un match hyper intéressant. Je pense que la section ne va pas passer à côté de ce choc. Elle sait à quel point ce choc est important, que la victoire est ultra importante dans la course au top 2, et à mon avis, elle va gagner face à l'UBB. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aiderait grandement, mais également à m'écrire un commentaire, mettre un like et à partager la vidéo, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Enfin, n'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et TikTok, c'est @bourrichon.tv. Je mets du contenu assez régulièrement aussi, que ce soit des shorts, des réels, etc., mais aussi des informations dans les stories, donc n'hésitez pas à checker. Merci de m'avoir regardé, c'était Bourrichon, ciao ciao.